Bonsoir et bienvenue à notre émission de ce dimanche 14 août. Au menu de nos échanges, comment apporter des solutions durables aux inondations récurrentes dans les grandes villes africaines. Et pour nous accompagner sur cette émission, nous avons M. Alfred Rouillon, agronome en mobilisation citoyenne et valorisation du vivant. Bonsoir, M. Rouillon, et merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. Bonsoir, Monsieur Jules. Merci de me compter parmi vous. Merci beaucoup. Merci aussi aux internautes pour leur fidélité à cette émission. Ils peuvent participer, bien sûr, en laissant leurs commentaires dans le fil de cette vidéo live. Chaque année, de Dakar à Abidjan en passant par Cotonou, les inondations dictent leur loi au pouvoir public et aux populations. On a presque l'impression que c'est une fatalité, puisqu'il est difficile de noter des changements sur le terrain par rapport à ce phénomène qui date des dizaines d'années. Monsieur Rouillon, quelles sont les causes réelles de ces inondations récurrentes dans nos villes? Merci beaucoup, Monsieur Jules Dossou. Déjà, il faut dire que la majorité des villes africaines, sinon l'entièreté des villes du monde, a été généralement bâtie autour de l'eau. Et c'est autour de l'eau que les communautés, eh bien, les hommes viennent s'installer progressivement, parce que l'eau est une première ressource vitale pour la communauté de vie. Et du coup, toute l'histoire des villes repose sur l'eau. Comme vous allez remarquer, il y a très peu de villes dans le monde où il n'y a pas une question d'eau, un fleuve, une mer, des lacs ou bien carrément peut-être des cours d'eau simples, des rivières qui se sont transformées carrément en cours d'eau aussi. Donc, déjà, il faut dire qu'à partir de cette structuration des villes et depuis le passé historique, il y a toujours, quand il y a un problème d'urbanisation qui ne respecte pas l'écoulement de l'eau et la gestion de l'eau, surtout les eaux de surface quand il y a les précipitations, et que l'urbanisation va dans un sens beaucoup plus, dans une dynamique urbaine qui occupe l'espace au détriment de la nature. Et après, il y a confluence, il y a des problèmes de gestion de l'eau, du trafic de l'eau, des cloisonnements, des verrous qui empêchent l'écoulement normal de l'eau, et ça crée surtout des problèmes d'inondation bêtes, qui ne sont pas en réalité des inondations liées au problème de la nature, mais plutôt des inondations liées au manque de lecture du paysage et au non-respect de l'histoire du paysage avant l'installation des humains. Et pour aller beaucoup plus spécifiquement dans le cas de l'Afrique et notamment le Bénin, je vais prendre peut-être le cas de la ville de Cotonou, comme Parakou d'ailleurs. Parakou s'est installé autour d'un cours d'eau qui va jusqu'à l'Opara, qui n'existe plus aujourd'hui, mais quand le phénomène sera compliqué, et la ville de Parakou va en souffrir parce qu'il y a eu un assèchement de ce cours d'eau-là, transformé en collecteur, malheureusement, dans les années 2004-2005. Et Cotonou aussi, qui vit le même problème. Et l'inondation est tellement vue par les études qui sont faites récemment comme étant un phénomène lié au manque d'aménagement, à l'absence d'aménagement qui répond à l'écoulement normal de l'eau et valoriser l'eau. Du coup, on peut dire que l'origine de cette inondation est d'abord anthropique et très anthropocentrée. Lorsque les gouvernants n'ont pas la lecture du paysage en main et mettent en place des systèmes de drainage qui ne répondent pas au modèle d'écoulement naturel de l'eau, ça crée des inondations. Après, on a des cloisonnements, on a par exemple des cours d'eau qui se transforment en bassins, ce qui n'est pas normal. Un cours d'eau, ça part d'un azimut A pour un azimut B, donc il y a un exutoire quelque part. Et lorsqu'il y a une fausse lecture du paysage, une route ou bien une route internationale qui passe, qui n'a pas pris en compte les débits d'écoulement, les azimuts, il y a par exemple le passage de rails
ferroviaires qui peut-être datent d'une époque où il n'y avait pas de géographe ou bien de climatologues ou bien d'hydrologues qui ont mené des études à point nommé. Et après, 50 ans plus tard, on a comme l'impression qu'on est dans une zone de marais, alors qu'en réalité, on est dans une zone de cours d'eau. Quand le cours d'eau est transformé en marais, qui n'est rien d'autre que, comment on appelle un marais, c'est un vase clos, c'est un lac. Transformé en lac, il y aura problème d'écoulement et ça va créer d'inondations à des endroits où il n'y avait jamais d'inondation. Au fur et à mesure, ça s'amplifie de mauvaise lecture du paysage en mauvaise lecture du paysage. On se retrouve dans un environnement disséqué qui n'a plus de sens, qui ne respecte plus l'écoulement de l'eau et les inondations deviennent cycliques. Et c'est le cas de Cotonou. Chaque pluie, on arrive au même. La nature n'arrive pas à drainer seulement les eaux de pluie qui tombent sur un périmètre donné. Et ça crée d'inondations temporaires. Après ça, c'est un filtre et ça passe, on dit que l'inondation est passée. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Peut-être à la longue, on va essayer de rentrer un peu dans le phénomène. Si on reste sur l'exemple que vous avez cité, le cas de Cotonou, vous avez parlé des marais. Est-ce qu'il y a des endroits spécifiques dans la ville de Cotonou où des cours d'eau se sont transformés en marais? Malheureusement, oui. Toute la ville de Cotonou a été construite sur un cordon littoral qui est géographiquement bien positionné entre la mer et les grands cours d'eau qui débouchent directement après le continent sur le lac Nokoué, qui est l'exutoire central, qui n'est en réalité qu'une petite réserve d'étang, comme au sud de la France, qui reçoit d'abord un premier jet du plus grand fleuve du pays qui se jette dans la mer à Badagry. Et quand ce fleuve draine ses eaux, ça se repose d'abord au lac Nokoué, ça continue par la lagune de Porto-Novo et ça va par exemple à Badagry, pas Porto-Novo. Et aussi toutes les eaux pluviales qui viennent du plateau continental à l'Ada Toribosito descendent et viennent rejoindre le Djou, qui est en réalité le cours d'eau qui part du lac Nokoué, c'est-à-dire la forêt des Arrozons. Je parle du lac Nokoué, du lac Toro, de la forêt des Arrozons. Viennent toutes les eaux, donc toute la partie ouest de Ouida, toutes les eaux vont au lac Nokoué. Pourquoi? Parce que leur objectif, c'est d'atteindre Badagry, l'océan Atlantique. Soit de passer maintenant, depuis 1845, par le chenal de Cotonou pour aller à la mer. Mais généralement, ce n'est pas son schéma. Le schéma normal de ces cours d'eau, de ces eaux qui viennent de Ouida, de Torbin, tout Torbin passe par Cotonou pour aller au lac Nokoué. L'objectif, c'est Badagry. C'est le point le plus bas. Une zone temporaire qu'est le lac Nokoué. Alors, si je dis ça, vous avez un peu déjà une position du lac Nokoué, qui est l'exutoire central. Vous avez une position du fleuve Ouémé, qui vient beaucoup plus du centre du pays, de la forêt Montcoufé, qui draine ses eaux, les eaux normales, les eaux pluviales, et ainsi de suite. Et vous avez tout Cotonou, qui est 13 arrondissements, mais qui est parcouru en réalité par des cours d'eau qui rejoignent ce lac. Mais quand vous regardez aujourd'hui, la majorité de ces cours d'eau-là a été coupée, cloisonnée, avec des verrous étanches. Ce n'est pas les populations. Hein. Je vous parle par exemple de la route en quittant le stade de l'Amitié pour le pont de Godomain. Vous voyez, c'est très court. Quand vous prenez le stade de l'Amitié pour l'échangeur de Godomain, il y a un cours d'eau là qui, au fait, son rôle est de ramasser toutes les eaux pluviales des zones de Agla, Aplomé, ainsi de suite, pour les amener au lac Nokoué. Ça, c'est un périmètre restreint qu'on peut étudier. Mais vous avez vu ce petit coup d'eau là, ça a été cloisonné par la route qu'on appelle le tronçon route nationale inter-État, la première route nationale inter-État. Ils n'ont pas prévu des drains sérieux pour transporter cette eau. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 80 où ils ont construit le stade de l'Amitié, les quartiers comme Ménotin, Kendonou ont commencé par venir. Toutes les eaux qui tombent au niveau de Agla, au niveau du terrain, le côté versant du terrain, là où le stade est arrivé. Le stade aussi était un cours d'eau. Ils ont fermé pour faire un stade. Le cours d'eau passe derrière juste pour aller au lac Nokoué. Quand ils ont fait tout ça, ils n'ont pas prévu un débit normal pour faire transporter tout cette eau vers le lac Nokoué. Ils ont mis la route. C'est normal que chaque pluie qui vient, ça crée plus d'inondations vers les berges ou les crêtes où les gens vivaient et ça devient un marais. C'est plus un cours d'eau. Et là,
ça devient marais, l'écosystème se reconstitue, ça devient marais, ça continue. Et après, on dit, voilà, les gens sont dans des zones humides, ils ont occupé la place de l'eau, ce qui n'est en réalité pas le cas. La trame est toujours là. Hein. Quand vous zoomez sur Google, vous voyez que le cours d'eau est là, et avec ses embranchements, avec tout son réseau, le bassin est là, c'est un micro-bassin, mais on ne lui permet plus de charrier les eaux vers le lac Nokoué, qui sont des victoires temporaires. Ça fait que l'inondation de Touaga, là, c'est en réalité une inondation anthropique. Ce n'est pas une inondation naturelle. C'est créé par le modèle d'aménagement qui ne connaît pas la nature, qui n'a pas fait l'étude de, comment on appelle, l'étude de la lecture du paysage avant de faire les aménagements. Et cette erreur est partie même quand vous voyez avant le stade, entre Akosombo et le stade de l'Amitié, normalement le cours d'eau passait. Mais puisqu'ils n'ont pas bien fait la lecture, puisque les gens sont venus, les constructions du stade ont fait des dépôts de sédiments, ils ont fermé le cours d'eau et on n'a même pas comme l'impression que sous les pylônes, c'est un pont, alors que les pylônes n'ont pris pas un marécage et un cours d'eau. Du coup, vous voyez, quand ça devient comme ça, c'est nous-mêmes qui créons plutôt les cloisonnements d'eau et l'eau s'en fout. L'eau s'infiltre, ça ne va pas, ça crée des inondations après et puis la terre est gorgée. Les zones qui sont normalement habitables deviennent des zones non habitables et ainsi de suite, ainsi de suite. En plus, regardez, tout l'eau qui vient de Torbin passe par Cotonou pour aller au lac Nokoué. Mais vous avez constaté que rien n'est prévu pour faire passer l'eau là. Ils ont transformé tout ça en canal P, très bétonné, qui sont des structures étanches qui ne laissent pas passer l'eau. Ces canaux ne joignent pas les azimuts et on investit dans du béton. On n'a même pas au Bénin de canal qui fait plus de 7 mètres de profondeur. Ouais, ce qui est ridicule, alors que la majorité des cours d'eau à Cotonou faisaient 13, 14, 15 mètres de profondeur en l'état naturel. Okay. Et quand on fait ça, ça ne fait plus le passage de l'eau. Quand vous voyez par exemple le principal bras qui vient de Ouiga, le plus côtier, qu'ils appellent la lagune côtière, qui n'est pas une lagune, c'est un cours d'eau, qui passe de Torbin pour aller à Cotonou. Ça passe par exemple par l'échangeur, non, la passerelle de Ruiho. C'est même, la cité Ruiho est même construite sur ça, mais ceux qui avaient construit la cité Ruiho avaient prévu un système de contournement parce qu'ils ont voulu reproduire ce qu'ils font aux Pays-Bas. Mais nous, on n'est pas dans la logique de la continuité dans nos régimes. Chaque régime vient faire ce qu'il peut, ce qu'il veut, peut-être pas forcément ce qui doit être. Et d'autres régimes viennent, ils n'ont pas bien transmis les charges de la révolution à la démocratie, de la démocratie à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Il n'y a pas une traçabilité parce que les trucs sont saucissonnés. Du coup, ils ont fermé les dallos qui étaient prévus par ceux qui ont construit la cité Ruiho et c'est fini. L'histoire du coup doit être terminée. Ils ont considéré tout ce qui est Renoussou, Ruiho comme un marais. Ce qui n'est pas vrai. C'est un cours d'eau qui quitte Torbin, qui évolue jusqu'au lac Nokoué en passant par Fifadi. Aujourd'hui, vous avez un canal P qui démarre à partir de la fin de l'amorce de la passerelle de Ruiho. C'est ridicule. Il n'y a pas un pont sous la passerelle de Ruiho qui donne et qui remonte à l'histoire du passage de l'eau. Vous voyez, tous ces problèmes-là, ça a créé des inondations inutiles et les gens ont même fui. On pensait qu'ils ont acheté des maisons dans l'eau, alors que c'était faux. C'est juste parce qu'ils ont bloqué le passage de l'eau qui vient de Torbin, qui a transformé Ruiho en un gros massland de lac qui est resté là, qui n'est plus un cours d'eau maintenant, c'est devenu marais. Et l'autre côté aussi, toutes les eaux qui viennent ne vont plus normalement parce que ça passe derrière l'église Saint-Thierry-Tard, ça passe par Fifadi pour aller au lac Nokoué par Vossa. Et quand vous prenez le schéma là aujourd'hui, vous allez remarquer même qu'ils ont mis un déversoir encore sur ce cours d'eau. C'est comme si on a besoin de faire un barrage pour produire de l'électricité, sans faire les calculs de dimensionnement. Et tout ça crée l'inondation permanente à Cotonou. C'est vraiment les vrais verrous qui créent l'inondation au fait à Cotonou. Et ça inonde parce que c'est tout un réseau qui prend partout. Quand il prend les anciens marécages qu'on appelait Saint-Jean-Bagoudou, vous voyez, non? Ça n'existe plus aujourd'hui. Vous ne vous posez pas la question peut-être. Pourquoi Saint-Jean-Bagoudou a disparu? Parce qu'ils ont bétonné le marécage principal qui était le bras qui débouchait sur la zone que les Français ont construite, qu'on appelait Chenal. Les Français ont percé le lac Nokoué pour que le lac Nokoué rejoigne l'océan Atlantique. Parce qu'ils ont supposé que c'est parce qu'il y a un paradigme qui est tout le temps développé avec Omi Delta, les grandes structures qui s'occupent de l'eau au Bénin. Et il y a un grand paradigme qui dit que non, attention, et l'eau qui vient du nord par le fleuve Ouémé voudrait aller à la mer, mais que le cordon littoral sur lequel s'est développé Cotonou
bloque ce passage et que ça crée l'inondation temporaire dans la ville de Cotonou. Eux, ils ont trouvé l'idée en 1885 de creuser un chenal pour que cette eau-là aille directement au lac Nokoué. Et ça a marché. L'azimut n'est pas bien, hein, parce que le lac Nokoué est plus bas que la mer. Donc, grâce aux hautes marées, ça revient encore sur le continent. Et quand la marée est normale, ça repart vers la mer. Sinon, la mer rentre toujours à Cotonou, pousse encore les eaux douces vers le continent. Ça crée encore des inondations. Donc, ce n'est pas le bon azimut, mais c'est quand même l'ouvrage le plus intéressant qui a permis à Cotonou d'avoir 79 km² d'espace pour vivre et beaucoup de choses pour les infrastructures. Et ça permet aussi de réduire les inondations. Donc, quand vous voyez tout ça côte à côte, par exemple le marécage de Saint-Jean-Gbagoudo qui a été carrément bétonné, transformé en drain, juste comme on a l'impression que la pluie va tomber juste là pour amener l'eau au chenal, c'est un crime. Ouais, c'est aujourd'hui. Apparemment, on a perdu M. Rougnon. Il doit avoir quelques difficultés techniques. Donc, on va lui laisser le temps de revenir. Donc, on était en direct pour parler des problèmes d'inondation dans la ville de Cotonou. Oui, on l'a perdu pour le moment. OK. En attendant qu'il se reconnecte. Donc, on était en train de parler des principales causes de ces inondations depuis des décennies à Cotonou, mais ces inondations ne sont pas seulement limitées à Cotonou, même pas seulement au Bénin. Récemment, on a vu à Dakar les populations. Allô? Est-ce que vous êtes de retour? Toutes mes excuses là. OK. J'ai eu une panne technique. Oui, on peut continuer, il n'y a pas de souci. Oui. D'accord, grand merci. Grand merci. Donc, je disais que Saint-Jean-Gbagoudo a disparu complètement et ça s'est transformé en un canal. Il y en a plusieurs. Hein. Le canal qui quitte la prison civile, un peu pour Dantokpa, c'est tout ça. Ouais, quand on transforme des cours d'eau en des petits canaux qui ne servent à rien, qui ne savent qu'à drainer des eaux à un temps donné, ça ne répond pas à l'aménagement. Les autres appellent ça verrou pour l'écoulement de l'eau. Et quand c'est comme ça et que l'on sait que l'eau va dans toute la zone, par exemple, de Grand Nokoué, le point central de chute de toutes les eaux, c'est le lac Nokoué. Et quand on ne se bat pas pour que l'eau va vers le lac Nokoué, ça veut dire qu'on est en train de créer des inondations inutiles, des inondations artificielles. Et c'est ça que vit Cotonou. C'est ça qui est en train de plonger Cotonou dans les inondations et qu'on est en train de vivre tout le temps. Mais, depuis 1990, avec l'avènement de la démocratie, il y a eu quand même de grands travaux. Et on a vu à Cotonou des caniveaux à ciel ouvert. Est-ce que ces caniveaux ont contribué à atténuer le problème ou bien ils n'ont servi à rien? Bon, pour dire la vérité, bon, toute chose sert toujours à quelque chose, mais en réalité, c'est des faux modèles d'aménagement. C'est même pas du tout. Et l'option qu'il fallait choisir, c'est parce que peut-être il y a d'autres objectifs derrière. Sinon, dans une zone de mangrove, Cotonou est une mangrove, on ne peut pas prétendre faire des préfats, des drains en béton. C'est des petits drains, hein, ça ne résout rien. Je vais vous dire d'abord la définition de ces drains en réalité. Si on prend même les documents de Sogia Satom, ça c'est les grandes structures, hein, Koulas, Ebomaf, Ofmas, qui sont sur ces travaux-là. S'ils font bien et qu'il y a du sérieux, ils vont dire que ces drains qu'ils font, qu'on appelle caniveaux primaires, secondaires, ce n'est vraiment pas pour drainer les eaux. C'est pour régler les problèmes des précipitations qui tombent sur les chaussées qu'ils ont construites. Alors que l'inondation qu'on a dans la ville, il y a les toitures, il y a les maisons, il y a les cadastres. L'eau ne tombe pas que sur les chaussées. Or, ces trucs, c'est fait rien que pour les chaussées. Ce n'est pas pour drainer les eaux des maisons, des rues, des ruelles. C'est là où ils ont mis les pavés, c'est là où ils ont mis l'asphalte. C'est ça seulement ils voient comme aménagement. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire encore même aujourd'hui. Et puis encore, le choix du matériel n'est pas bon. Parce que dans une zone de mangrove, on n'a pas besoin de faire
des préfabs, des bétons armés hermétiques, sans porosité, pour drainer l'eau, puisqu'en réalité, toutes les maisons sont sur l'eau. C'est des mangroves. Il faut plutôt plus peut-être des gabions ou bien des matelas réseau bien faits pour que le drainage soit continu. La perforation permet l'infiltration. Et quand on ferme avec les drains dont vous parlez, là, bétonnés, qu'on appelle caniveaux à ciel ouvert, d'autres sont des caniveaux primaires, secondaires, c'est au contraire ces dispositifs qui bloquent l'eau encore dans les maisons. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de crêtes, il y a beaucoup de maisons, mais les maisons sont sur les crêtes. C'est pour ça qu'on a beaucoup de quotas, Vosa, Kodi, Vosa, FIFA, les dits, c'est des crêtes. Et quand autour des crêtes, les gens ont occupé l'urbanisation, tout le développement de la ville, a dit tout le monde doit aller à Cotonou, tout ça, ça s'est densifié, les crêtes ont été occupées, les eaux ne sont pas drainées, donc les berges ont remonté, l'eau a occupé les berges, donc on veut densifier la ville. Au même moment, l'eau prend de la place et qu'on a créé tous ces problèmes. Il faut prévoir des systèmes de drainage de ces maisons-là parce que l'eau va tomber sur les toitures, ça c'est la pluie secondaire, qui va rejaillir sur le sol, qui va vouloir chercher le chemin pour aller toujours au lac Lopoué. Et quand l'eau veut quitter les maisons pour aller au lac Lopoué, qu'est-ce qui se passe? Elle rencontre les caniveaux bétonnés. Elle n'arrive même pas à s'infiltrer pour aller. Les caniveaux bétonnés sont encore des caniveaux de surface. On suppose que même les coudes, là où ils ont mis après, quand les versants des routes, là, on suppose que même là, ils vont jusqu'à 70 cm. Mais 70, c'est vrai, c'est surface. Si l'eau même, son optimum est à 2 mètres, ça veut dire qu'on a mis du béton sur l'eau pour étouffer l'eau même de remonter pour recontinuer son chemin. Donc, la majorité de ces caniveaux, quand vous allez les visiter à Cotonou, vous allez remarquer que l'eau est en bas et cherche même du passage et s'infiltre et crée même des efforts tranchants, des faiblesses au niveau de ces caniveaux-là. Ces caniveaux viennent boucher encore le passage de l'eau. Mais ça règle peut-être à récupérer le peu d'eau qui tombe sur les chaussées. Mais est-ce que c'est ça vraiment l'objectif? L'objectif, c'est de drainer les eaux dans le Cotonou. Cotonou, c'est 13 arrondissements, 165 quartiers. Imaginez le nombre de bâtiments, le nombre de toitures, le nombre d'étages qui reçoivent avec leur superficie certaines quantités d'eau. Tout ça, ça ne va pas dans des puits. La majorité, 99%, ça va sur la terre ferme et ça cherche le premier chemin de ruissellement pour aller au lac Lopoué. Mais rien n'est prévu pour ça. Mais il faut voir Cotonou, rien n'est prévu. Si vous voyez un canal qu'ils ont fait, que ce soit P, premier, PCI, 2CI, tout ça, rien n'a prévu récupérer une eau d'une quelconque maison de Cotonou, un quelconque lot de maison de Cotonou, ni un quartier de Cotonou. C'est juste des aménagements qui sont faits de façon globale pour dire que les gens travaillent. En réalité, ce que nous, on pense proposer, hein, c'est la majorité des gens, ce n'est pas une proposition personnelle, ceux qui pensent vraiment à l'inondation, c'est de restaurer d'abord les cours d'eau. Parce que les cours d'eau ne sont même pas là où les gens sont en train de travailler. Les cours d'eau qu'il faut restaurer pour réduire la vraie inondation, ce n'est pas là où les gens sont en train de travailler, ce n'est pas les chaussées. Les chaussées sont des erreurs qu'on crée dans la ville. On a créé le cadastre, on a fait des recasements, on n'a pas suivi l'écoulement de l'eau pour faire ça. On a inventé une ville. Par exemple, les Français avaient prévu que la ville aille plutôt du sens de l'est vers l'ouest. Mais ce n'est pas ça qu'on a respecté. Après les années 60, on a commencé par aller du littoral vers le nord, vers le continent. C'est comme ça que les recasements sont rentrés dedans. Alors que les Français, eux, ils avaient la cartographie du paysage dans les années 1800. Ils ont vu que tout s'inondait à Cotonou, ça faisait à peine 30 km² pendant la période de crue. Et c'est à cause du chenal qu'on a eu 79 km². Pourtant, il y avait beaucoup de forêts comme Bouégamé. Bouégamé était une forêt marécageuse qui ont été décapées, qui étaient des réserves qui gardaient l'eau en attendant d'aller au lac Lopoué. Bouégamé a été complètement coupé de tout son circuit. C'est ça qui a été transformé en partie à Kadjerou, l'eau ne coule jamais là. Il y a un supermarché là où c'est les pavés, c'est toujours l'eau toute l'année. C'est ça. C'est parce qu'il ne touche pas du tout le chemin. Parce que le chemin passe par Vaudier, Panthère Noire, les rayons bloqués, ça passe par Fifadi, ça passe par Agonticon et ça rejoint le lac Lopoué. Aujourd'hui, le passage n'existe plus, mais l'eau est souterraine. La forêt a été, alors que c'est la première réserve, parce qu'il faut des forêts marécageuses pour temporiser l'inondation.
Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de Bégamin, Bégamin, c'est-à-dire la grande forêt, quoi. Donc, quand les choses sont passées comme ça et qu'on veut corriger, ce n'est pas des préfares qu'on vient déplacer pour déposer à la surface de la terre qui vont régler le point d'inondation parce que la quantité de pluie qui vient, on les connaît, les hydrologues le savent. Quand ça vient en chute 3, 4 jours, on sait la densité du flux. Donc, pour ça, on devait même partir de là pour redimensionner. Donc, c'est pour ça ce que nous on propose, on dit, déjà les premiers collecteurs qu'ils ont eu à faire, ils n'ont qu'à les restaurer sous forme de trafic fluvial. Parce que le trafic fluvial permet de maintenir le passage de l'eau. Ça permet de donner une fonctionnalité au circuit d'eau. Et ça permet d'amener de l'économie, d'amener de la pisciculture. Donc, si on restaure déjà à Cotonou, il y en a 4, 5 même, mais déjà maintenant, on les restaure en transport fluvial. Deuxièmement, les cours d'eau principaux, on les connaît. La trame est encore là. Il n'y a personne sur le chemin de l'eau. Les seules choses qu'on voit sur le chemin de l'eau, c'est les ponts, les faux ponts sous-dimensionnés. Donc ça, c'est le problème des techniciens qui n'ont pas fait de bonnes propositions pour les gouvernements, parce que les gouverneurs ne sont pas des techniciens. C'est les techniciens qui ont fait un faux travail. Ce n'est pas non plus les Occidentaux. Parce que quand les Occidentaux viennent, ils viennent seulement parce que le gouvernement vient avoir leur marque. Il y a un certain nombre de petites choses qu'on veut régler entre eux, tout ça. Mais c'est les techniciens locaux qui font le travail. Du coup, quand ils ne sont pas concentrés dans une unanimité, ils font des propositions qui n'avantagent personne, ni eux-mêmes, ni l'avenir de la postérité. Et c'est ça qui a amené. Donc, c'est nous-mêmes au fait. Il y a les cours d'eau qui sont là. Ce qui bloque les cours d'eau à Cotonou, c'est les ponts, les faux ponts. Il n'y a que des faux ponts sous-dimensionnés. Ça ne permet pas le trafic fluvial. Quand vous parlez des faux ponts, c'est à quel niveau à Cotonou? Quels sont, on en a compté 144. 144. Tous les ponts qui ont été faits de façon sous-dimensionnée. Par exemple, la largeur du cours d'eau est de 70 mètres. Et vous faites un pont sur 7 mètres. Vous barrez le passage de l'eau et la hauteur du pont est à fleur du niveau de crue. C'est vous qui barrez le pont. Après, les gens viennent s'installer pour mettre des boutiques. Et vous dites que les gens sont sur l'eau. Alors que le pont devait être bien creusé. On va restaurer d'abord le fond des marécages. Donc, on fait un dragage intelligent et on permet, parce que la sédimentation, c'est depuis. La sédimentation a commencé depuis et il y a 300 ans, nous-mêmes, on est arrivés. On n'a jamais dragué les cours d'eau. On les a laissés alors que chaque année, il y a les toux. Il y a d'autres déchets qui créent de l'engrais. Ces engrais viennent combler, la végétation se renouvelle et ferme et l'eau a des problèmes de passage. Donc, tout ça, on n'a pas entretenu l'eau. On est revenu faire des faux ponts qui ne permettent pas le passage de l'eau. Et ces faux ponts-là sont plutôt des vrais verrous. Quand vous prenez par exemple le cas de Fifadi, il y a un bras à Fifadi, ça fait une structure de F là, renversée. Sur ce bras-là, il y a 6 ponts. Tous les 6 ponts n'ont joué le rôle que de barrage pour l'eau. Une très dangereuse zone. Ils ont mis une infrastructure où je n'ai jamais vu les calculs qui ont permis de faire cette infrastructure. Parce que normalement, quand les gens veulent faire sur l'écoulement de l'eau, la densité de l'eau, les débits, pour pouvoir créer des barrages à l'eau. Quand vous prenez Fifadi, par exemple, il y a un déversoir sur le bras principal qui amène toutes les eaux de Cotonou vers le lac Nokoué. Cotonou, vrai lac. Le nouveau Cotonou, au fait. L'ancien Cotonou prenait Godomé, tout ça. Mais le nouveau Cotonou n'a qu'un seul coup d'eau réel qui vient de Tobin. Mais sur ce coup d'eau-là, ils ont mis un déversoir qui n'est pas fonctionnel. Le déversoir n'a pas 10 ans. Ce n'est pas fonctionnel. Personne n'actionne le déversoir. Le déversoir n'a pas besoin d'être là parce que c'est de l'amont à l'aval, ils ont mis le déversoir à l'aval, c'est-à-dire à son point de chute. Et après le déversoir, ils ont créé plutôt un canal, alors que l'eau va vers le lac Nokoué. Du coup, vous voyez, ce dispositif, par exemple, fait un reflux d'eau vers Cotonou et ça crée une inondation sur toute la zone. Ça inonde même les gens qui n'avaient jamais été inondés. Mais ils ne peuvent pas parler parce qu'ils sont des communautés locales, c'est des individus, donc l'individu n'a aucune force au Bénin. Donc voilà des choses réelles. Si on va sur le terrain, vous allez encore mieux voir. La majorité des ponts n'a jamais plus de
La majorité des ponts n'a jamais plus de 7 mètres. À Fifadi, ils sont allés jusqu'à 70 mètres. Ça ne nous sert pas parce que c'est seulement au niveau du pont qu'ils ont fait 70 mètres. Alors que ce n'est pas seulement au niveau du pont qu'il y a pour une inondation. Il faut, c'est le dernier qui arrive au pont de Fifadi. Donc, voilà un peu techniquement les problèmes qu'il y a. Il y a des directions techniques qui ne font vraiment pas leur travail en tant que tel. Hein. Moi, je vois qu'ils ne font pas leur travail parce que c'est des erreurs terribles. Puisque quand on finit un projet, personne n'a le temps de revenir voir ce qui se passe. Il n'y a pas de suivi pour les projets. C'est pour ça qu'on leur propose aussi d'intégrer les communautés locales parce qu'il n'y a pas de cours d'eau, il n'y a pas de riverains. Et on ne peut pas être plus intelligent que les riverains. Quel technicien peut être plus intelligent que les gens qui vivent dans la vallée de l'Oné pour venir leur montrer un modèle d'aménagement? Ça n'existe pas. Les riverains qui sont là, c'est eux qui vivent les débits des pluies, les étiages et tout ce qu'il y a. C'est eux qui connaissent la biodiversité. C'est à eux qu'il faut parler, c'est eux qu'il faut intégrer dans la conception pour que le truc marche. On vient déposer des trucs préfaits dans les bureaux et on s'en va. Quelqu'un vient il n'est même pas de Cotonou et puis c'est lui qui fait des ponts à Cotonou. Ça ne va pas. Il ne vit même pas là. Quelqu'un qui vient à Paris peut faire un pont à Cotonou? Je ne crois pas. Il n'a pas vécu à Cotonou, il ne connaît pas les débits, il doit rester là. Et la majorité des projets des gouvernements, c'est des projets qui sont à chaud dans une urgence de débile. Et pour ça, il faut qu'il y ait une structure permanente de veille qui permet de ne pas saucissonner les choses. Voilà le trajet, voilà le trafic, voilà le truc. Et le gouvernement qui vient, qui veut même améliorer, ne fait qu'améliorer, mais pas détruire. Quand c'est tangible, tout le monde est d'accord que le bon sens, c'est la chose du monde la mieux appréciée. Quel qu'en soit le type de gouvernement, si on leur propose de bonnes choses, ils prennent toujours. Donc, c'est un problème de désorganisation technique au niveau des spécialistes qui ne sont pas unis, qui ne savent pas vraiment, chacun cherche son bout de pain et le truc reste comme ça et on n'arrive pas à profiter vraiment de l'eau qu'on a transformée en problème, alors qu'en réalité, l'eau est une solution. Donc, tout ça, je ne sais pas si je dois continuer, sinon... Non, vous avez parlé tantôt de restaurer un peu le trafic fluvial. Oui. Mais pour les gens qui ne connaissent pas bien Cotonou, c'est d'où à où, à peu près, si vous pouvez nous situer un peu. Oui, quand je prends par exemple, il y a 7 arrondissements qui sont parcourus sur 13, qui sont parcourus par le cours d'eau là directement. Et quand vous prenez par exemple je démarre Cotonou, par exemple, à partir de Fidro-Plage, il y a un grand cours d'eau parallèle à la mer qui traverse tout Roïra, à Ibaten, non? Il y a un quartier à Ibaten là. Vous voyez, c'est le même cours d'eau hein, qui traverse les rails. Les rails n'ont pas prévu de passage. Ils ont tout bloqué. C'est devenu 2 quartiers. Marais. Parce que quand on bloque un cours d'eau, on le divise en 2, ça devient 2 marais. La circulation interne existe, mais la circulation de surface est perturbée. Ça ne passe pas. Ils ont prévu 2 petits ponts qui n'ont rien à voir, qui ne permettent même pas de drainer les eaux. Ça a créé maintenant le grand marais de Agla, qui est un gros lot là où les gens n'ont pas pu cadastrer. Ce n'était pas comme ça. C'était un coup d'eau. Et ça continue par le carrefour Sika Toyota. Ça traverse à Kosombo. Ça tombe sur Vedoko, derrière Vedoko. Et ça prend par là pour aller à Fifadi, Vossa, Lac Lokwe. Ça s'est bifurqué aussi au niveau de l'échangeur de la passerelle de Roïra. Juste après la passerelle, quand vous finissez la passerelle, vous voyez, c'est toutes ces zones marécageuses, c'est les déchets qui ont fait semblant que ce n'est pas marécage. Derrière le canal P, qu'on commence là. Et ils ont bétonné. Les gens se sont installés. Mais toutes les maisons sont dans l'eau. Vous avez remarqué que quand vous arrivez à Vedoko, non, c'est comme Vedoko, ils appellent ça. Le quartier, là, a un nom. Et ça tombe sur Carrefour, la ville, là. Le canal, là, vous voyez, c'est la même eau. Ils ont canalisé maintenant avec du béton. Ça passe derrière Saint-Irita, l'église Saint-Irita. Ça rejoint encore Fifadi pour aller au lac Lokwe. Donc, sur ce parcours, si on peut restaurer le trafic fluvial normal, comme c'était avant, parce que les gens passaient par là même pour aller à Togbin, les gens de Gambier passaient par là. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. On restaure ça, le problème est réglé. Le problème d'inondation est réglé. Miraculeusement, on ne parlera plus de ça. Malheureusement, après, les populations se sont déjà installées un peu partout dans le lit. Non, les populations ne sont pas dans le lit. Nous avons refait le parcours à pied et en voiture. Aucune population n'est dans le lit. C'est justement de ça que je parle. C'est les principaux cours d'eau.
C'est toujours là la preuve, c'est pour ça qu'ils ont bétonné. Ils n'ont pas bétonné les populations. Les populations sont là, mais ils ont bétonné. Donc, vous voyez, c'est bien, hein, c'est un trafic fluvial. Hein. Si vous mettez des bateaux mouches dedans, ça va pousser. Il suffit de décaper les bétons. Et c'est parti. Décaper les bétons, d'aller à 4-5 mètres de profondeur et de restaurer. Et vous allez voir que ça va créer une différence de potentiel entre l'eau de surface et l'eau de profondeur. Ça va vider toutes les maisons, même d'eau. L'eau va quitter naturellement les maisons pour rentrer dans le canal. Et ça va continuer. Mais on ne va pas bétonner forcément. Il y a les gabions qui permettent de mieux structurer ces genres d'ouvrages. Mais les gens veulent vendre du ciment, du béton, du fer. Et ça complique les choses. Parce qu'on dit que c'est hautement politique, des trucs comme ça. Donc, moi, c'est ça. Ça, c'est Cotonou. Hein. Si on veut régler une situation de Cotonou, c'est ça d'abord. Le canal qui passe devant Gold TV, il faut l'enlever pour en faire un canal fluvial. C'est ça qui règle le problème de Saint-Jean-Bagoudou. L'eau est enfermée actuellement dans les maisons, alors que la montée des eaux n'est pas loin. Quand les eaux vont remonter vraiment et puis il y aura le dégel, inéluctablement, la mer va monter. Et si la mer monte, c'était des fonds marins, au fait. Tout ce qui est à Cotonou, là, c'était des fonds marins. Et si la mer remonte vraiment, c'est qu'on risque d'avoir un sentiment fluvial qui va vouloir remonter ces vieux fonds marins et va rencontrer les étages, les maisons. On n'a pas encore eu ça, on ne le souhaite pas. Mais techniquement, mathématiquement, c'est le schéma. On ne peut pas rater. Le jour où la mer va vraiment monter, les gouttes d'eau vont continuer à venir. Tout Cotonou est un vieux fond marin. Ce n'est pas à cause du basculement du globe que l'eau douce a été prise en masse dans le pôle Nord et ça a créé ces 15 km-là qui sont le cordon littoral. Sinon, le littoral même était à la lisière du fleuve Djou qui vient du lac Tao, qui est en réalité Godomé, la Redonou là. C'est là où la mer s'arrêtait. Il y a 6000 ans, 7000 ans et plus. Donc, après le basculement du globe, on a eu ce retrait-là qui a donné le cordon littoral avec des crêtes. Parce que dans la mer, il y a toujours des hauts et des bas. Donc, les crêtes sont restées là où on est venu, les dji, les fifadji, les potas, ainsi de suite. Et les creux sont devenus des marécages. Des cours d'eau qui sont centralisés encore jusqu'à aujourd'hui par les lacs locaux. Donc, si on arrive à restaurer ces canaux-là, dans Papa, vous avez vu, ils en ont fait 7. Mais ils ont bétonné. Ça ne permet même pas de transporter l'eau, puisque le dimensionnement de l'eau est plus fort que ça. L'eau est même plus bas dans les maisons et les collecteurs sont hauts, bétonnés, donc l'eau ne peut pas rentrer dedans. Donc, il faut approfondir les collecteurs et les rendre fluviales. Sans la fluviabilité, ça va rester là inutile. C'est des ouvrages qui n'apportent pas de l'argent ni de l'emploi. On a besoin d'emploi. Donc, il faut rendre ça fluvial. Des évidemment vont se reconvertir en tourisme, écotourisme, transport. Cotonou, on peut embarquer les gens à Papa pour aller à Porto-Novo. C'est moins de 15 minutes. On peut embarquer les gens à Ladi pour aller à Porto-Novo, à Fifadji, à Bomé-Calavi, à l'université d'Agomé-Calavi. C'est parce qu'on a fait un développement qui a complètement tourné dos à l'eau, alors que la ville même est autour de l'eau. Maintenant, nous, on a fait dos à l'eau. Les gouvernements ont fait croire aux populations qu'il faut le pavé et l'asphalte pour être citoyen modèle. Alors qu'en réalité, l'eau, c'est ça qui fait les grands citoyens du monde. À Paris, tout autour de l'eau. À Amsterdam, tout autour de l'eau, les gens se foutent même des voitures et de l'asphalte. Donc, il faut restaurer le chemin de l'eau pour que cette dynamique-là puisse vraiment fonctionner. Et ce n'est pas compliqué, c'est 79 km². On a même plus de budget que ça. Actuellement, le gouvernement a pu décrocher 264 milliards pour des problèmes d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou. Mais ce qu'ils ont mis dans leur programme déjà même prouve qu'ils ne vont pas atteindre leur objectif. Il faut être concret, hein, il faut le dire, ce n'est pas pour critiquer le gouvernement. Je vous assure, il ne peut pas atteindre leur objectif. Parce que pour atteindre l'objectif de l'assainissement pluvial à Cotonou, il faut restaurer les cours d'eau naturels qui sont là. On ne casse personne, hein. Il n'y a personne à déplacer. Personne. Les cours d'eau sont là, nous on a parcouru, personne n'était sur la route, à part les ponts, les faux ponts. C'est ça la réalité. Il ne faut pas confondre là où les gens sont inondés aujourd'hui, c'est des néo-phénomènes d'inondation. Les gens sont inondés parce qu'on a bloqué le chemin de l'eau et ça a inondé des crêtes. Les chemins naturels sont là, les gens continuent de les bétonner. Actuellement, j'ai même appris qu'ils veulent faire des parcs urbains. Mais on ne peut pas faire des parcs sur des cours d'eau. Un cours d'eau, c'est un cours d'eau. Si vous faites des parcs, vous clôturez. Vous avez mal compris la nature.
le parc va s'inonder tout le temps. À une période de l'année, le parc ne sera pas accessible. Ce n'est pas un parc écotouristique. C'est un cours d'eau qu'il faut restaurer, simplement. J'ai aussi vu que les gens parlent de bassins. Ce n'est pas bon. Un cours d'eau, on ne peut pas créer des bassins sur des cours d'eau. En faisant ça, on vient cloisonner encore le cours d'eau dans un système de cloisonnement. Il faut plutôt ouvrir le cours d'eau et permettre au cours d'eau de continuer son cours normal afin de servir les populations. Donc, voilà un peu la problématique qui n'est pas du tout ce que les gens racontent dans les données techniques, dans les rapports techniques. Les gens vont plus dans les calculs de dimensionnement, telle chose, les drains, les ceci, les trucs occultes, et ça passe. Alors qu'il faut revoir l'amour de la nature, comprendre que Cotonou, par exemple, est un fond marin. C'est la mer et l'eau qui sont rois à Cotonou. Ça ne va jamais changer. L'eau va revenir, hein, la mer va revenir. Si les glaces fondent, la mer va revenir à sa place. On peut se préparer, anticiper sur ça. Parce que pour préparer, ce n'est pas les bétons. C'est aujourd'hui que Cotonou devait commencer par penser à construire sur flotteur, pas sur pilotis. Pilotis, là même, va partir parce que ça va s'inonder. Vous avez vu, la dernière inondation de 2010 ou bien c'est pas 2008. C'est tout le monde est parti. Tous les pilotis de grands villages sont partis. Donc, ce n'est pas ça, c'est le flotteur. Il faut mettre des dimensionnements de flotteurs, que les pylons soient en flotteur, que les semelles soient en flotteur. C'est ça l'adaptation. Maintenant, si on ne veut pas ça, tout au moins, il faut restaurer les cours d'eau. Quand la mer va monter, aujourd'hui, quand la mer va monter, ça va prendre par le chenal de Cotonou. Le chenal va nous sauver d'abord. Si on a un deuxième chenal, ça va nous sauver encore davantage. Parce que le chenal est profond. Vous avez vu que les Français en 1885 ne se sont pas amusés. Avant de s'installer, avant d'installer leur WAF, ils ne sont pas allés comme des rêveurs. Ils ont d'abord fini le chenal qui a récupéré toutes les eaux. Parce que le battement de la mer aussi affrontait le continent, le cordon littoral. L'OME aussi vient affronter. Donc, Cotonou n'existait pas. Ils ont creusé le chenal d'abord, avant même de créer la gare ferroviaire. Dans les années 1900, ils ont commencé. Donc, vous voyez, les gens ne sont pas bêtes. Déjà, dans l'ancien temps, ils sont des nouveaux, mais ils avaient déjà la technologie. Ils avaient déjà la lecture du paysage. Ils n'ont jamais fermé un marécage, à part que les gens sont venus construire des rails pour créer des verrous pour la circulation de l'eau. Parce que tout ça était des forêts. On a percé les forêts pour faire passer les rails. Ils n'ont pas vu le passage de l'eau vraiment. Donc, après ça, si on restaure les cours d'eau, vous allez voir que quand la montée des eaux va venir, ça va d'abord laisser les crêtes où nous sommes, à Cotonou. Et ça va reprendre le chemin normal de l'eau. Et dès que ce chemin est pris, quand il y aura une inondation maintenant, on aura le temps de s'apprêter peut-être pour fuir Cotonou. Vous voyez, parce que ce n'est pas d'un coup, quoi. Donc, il faut restaurer l'eau, on en profite. On a quand même vu depuis l'avènement de la décentralisation, les différents maires de Cotonou ont présenté aux populations de grands projets d'aménagement urbain qui devraient régler le problème. Est-ce que ces projets, à votre connaissance, ont été évalués pour qu'on sache vraiment pourquoi on n'arrive pas à avancer sur ce terrain? Justement, cher doyen, ces projets n'ont même pas prévu d'évaluation, même si c'est écrit dans les documents, ils ne le font pas. Parce que tout rentre dans des entourloupes. Vous voyez, quand les projets viennent comme ça et que c'est des tendances politiques, quand on met les politiciens devant, ça donne toujours des choses désagréables. Et ils ne vont jamais se laisser évaluer. Parce que c'est le même système, hein? Il n'y a pas de race de politique différente. Donc, c'est les mêmes. Ils se tendent la main, les politiciens se comprennent. Et puis, c'est toujours eux qui sont sur la tête des projets. Personne ne veut dénoncer l'autre. Parce qu'ils se disent, mon tour viendra, si je le dénonce aujourd'hui, il va me dénoncer demain. Du coup, l'évaluation est faussée, hein, ça ne se fera pas. Il n'y a pas d'évaluation. D'abord, c'est mal fait parce que ce n'est pas participatif. On ne consulte pas l'intelligence citoyenne, on ne consulte même pas les spécialistes. Ils vont piquer des spécialistes, ils les payent et les spécialistes, dans leur corruption, rentrent dans le dispositif et déposent un truc pour eux. Donc, c'est déjà mal dimensionné, mal conçu, mais la trame verte et bleue est encore là. Ça, je le dis. Les trames là sont encore là. Si on veut restaurer, on restaure. On n'a pas besoin de casse. On ne casse personne. Il n'y a pas de quartier à déplacer à Cotonou. Les populations sont très intelligentes. Elles se sont installées sur des crêtes. Ça, je vous dis la vérité. Nous avons les cartes qui remontent même jusqu'à 1950-45, des vieilles cartes. Donc, les choses sont claires. C'est clair. Mais c'est les effets politiques qui font vraiment perturber la situation. Et les projets ne sont pas évalués. Les projets, c'est beaucoup de sous pour autre chose.
que le problème de l'assainissement pluvial. Ce n'est pas que je les critique, hein, je dis la vérité technique pour qu'on se prenne un peu au sérieux. Hein. Bon, je ne dis pas non plus qu'on ne se prend pas au sérieux, mais si on se prend un peu plus au sérieux, on va mieux avancer, on va mieux se développer parce que c'est nous-mêmes, les Asiatiques, ils ne peuvent pas le faire. Les Asiatiques ne peuvent jamais venir nous aider. Les Occidentaux, jamais, parce qu'ils ont leurs problèmes, ils règlent leurs problèmes là-bas. Et vous voyez, quand les Asiatiques sont venus construire l'échangeur de Godomain, ils n'ont rien fait de bon. C'est là un des passages de l'eau d'Agla pour aller au lac Nokwe. Mais vous voyez ce qu'ils ont fait? Sous l'échangeur, là, vous pouvez faire passer une barque, alors qu'ils ont fait des ouvrages de très grande densité. Ils ont été très loin, ils ont touché le sédiment, même le socle du continent. Et pourtant, ils n'ont pas intégré le trafic fluvial. Tous les gens du stade de l'amitié pouvaient prendre par là pour aller à Porto-Novo. Tous les étudiants peuvent s'arrêter là pour aller au campus avec le trafic fluvial. Mais vous voyez, ils sont dans le pressé. Le gouvernement là va finir son mandat. Je dois finir le Kloboto ou bien l'échangeur et je vais partir. Parce qu'on est absent. On est absent dans notre pays, on est là et nous-mêmes, on est absent. On n'est pas organisé pour se développer. On a tous les moyens. Hein. Ce n'est pas que les gens nous donnent de l'argent. Hein. C'est nous, nos propres moyens. Donc, il faut qu'on s'organise autrement, qu'on s'aime ou pas, qu'on se déteste ou pas, qu'on arrive quand même à réfléchir à notre environnement et que chacun arrête de penser qu'il va devenir président d'abord avant de régler le problème. Moi, je m'en fous de celui qui est là. Moi, je dis ce que j'ai, je propose ce que j'ai, même si les gens ne me payent pas. Mais ce n'est pas mon argent qui va faire le développement. Ce n'est pas parce que je suis riche et je vais bien dormir sur mon lit, dans mon hôtel chez moi, que le développement se fera. Je peux construire une belle maison chez moi et me retrouver dans un pays taudis. Mais je n'ai pas réglé le problème. Donc, il faut que les gens laissent les intérêts individuels et proposent les solutions de façon dématérialisée à l'État. L'État saisit ça. Les gens dans l'État, ce n'est pas un individu, c'est plusieurs entités. Donc, ça pèse toujours et les gens prennent. Moi, j'ai proposé des choses avec les communautés qui ont été prises en compte, même si on ne nous paye pas. Est-ce que c'est ça l'idéal d'un humain? Ce n'est pas d'être payé, c'est de développer son pays dans la dignité. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire, on est peut-être très bête, mais c'est ça d'abord. Maintenant, l'argent peut venir après. On est heureux. Je ne suis pas sûr que Eiffel a gagné toute sa vie de la tour Eiffel. Aujourd'hui, les gens vivent de ça. Les vaccins, ceux qui ont créé les vaccins, ils ont gagné quoi? Mais aujourd'hui, les vaccins nous servent. Celui qui a créé le TGV là, même pas pris. Hein? Saint-François Exupéry avec tout ce qu'il a fait dans l'aviation. Et s'il est rentré dans une Concorde? Non. Vous voyez donc? Et on est vraiment à une étape où on doit se regarder. C'est au fait de problème, c'est nous-mêmes au fait. La FSA, les facultés qui sont là, qui devaient proposer de bonnes choses, récupérer les étudiants. On abandonne les étudiants comme si c'est rien du tout. Chacun va commencer par perdre dans la vie et on se laisse, on est dispersé, on n'arrive pas à construire notre pays. Sinon, Cotonou, Bénin n'est pas trop grand. On peut bien le construire. Si on manque une expertise, on va aller chercher ailleurs. On sait ce qu'on manque, on le fait. Mais que chaque régime vienne faire des choses pour se montrer, ça ne va pas se serait toujours saucissonner. Parce que la problématique de l'eau, par exemple, n'a pas besoin de régime. Elle s'étale sur le temps et dans l'éternité. Donc, si un régime vient faire du n'importe quoi, l'autre régime va venir défaire. Et ça va continuer comme ça. Vous avez parlé tantôt de la construction de la zone du stade de l'amitié, ce qu'on appelle le stade Mathieu Kérékou, qui a un peu cloisonné ou bien coupé la route à l'eau. Et puis, au cours des dernières années, on a entendu parler d'un grand projet de contournement de Cotonou. Est-ce que ce projet ne va pas empirer cette circulation de l'eau? Bon, ils ont prévu un contournement, j'ai vu les données, j'ai eu même la chance d'avoir un peu de documents. Bon, c'est des projets rêveurs, je ne suis pas sûr qu'ils vont le faire. Ça avait beaucoup de casse, il y avait beaucoup d'intérêts, et puis ça passe un peu plus vers la Belge. Ça ne touche pas le continent. Ce dont on parle maintenant, c'est plus le continent qui souffre de l'assainissement pluvial. Le continent, là où ils sont 19 km², leur contournement, comment on l'appelle, passait par la Belge pour rejoindre Pota et ils étaient en train de penser, je suis sûr qu'ils ont laissé les études, c'est coûteux, il y avait beaucoup de dédommagements, il y avait beaucoup de titres fonciers parce que beaucoup ont eu de l'argent dans le Nigeria, dans l'informel et ils ont fait les titres fonciers, ils sont vraiment nombreux. La PAPA a été densifié à cause du marché d'Antopa, du marché international qui a été déplacé de Porto Novo. C'est toujours les problèmes de gouvernement politique. Les gens les plus riches, c'est là, ils sont venus s'installer. Et c'est justement par cette zone-là qu'on pouvait prendre encore le contournement. Or, c'est des gens
qui connaissent la valeur de la terre, la valeur de l'argent. Donc, ils ont fait beaucoup de travaux et pour les dédommager, le projet serait coûteux. Je pense, il semblerait qu'ils ont abandonné un peu le projet. Et, bon, s'ils le faisaient, bon, moi, je ne suis pas porteur. Hein. Je ne soutiens pas vraiment ce projet de contournement. J'aurais mieux apprécié qu'on fasse plutôt des routes claires de berges lagunaires ou bien de berges du lac Nokoué qui permettent à Cotonou, à l'eau de Cotonou d'atteindre le lac Nokoué, mais aussi aux gens de Cotonou de regarder le lac Nokoué, de circuler autour du lac Nokoué pour continuer leur vie, parce que tout Cotonou est fait autour du lac Nokoué. Agomey-Calavi rejoint Cotonou autour du lac Nokoué, Zivier rejoint Cotonou autour du lac Nokoué, Porto-Novo autour du lac Nokoué, Sémé autour du lac Nokoué. Donc, le grand Nokoué a son épicentre qui est le lac Nokoué. Et toute la ville est autour du lac Nokoué. Combien de villes dans le monde ont cette chance? Et on a développé maintenant la ville sur les routes. Toutes les maisons sont ouvertes sur les routes. Donc, il faut faire des routes qui sont adaptées à l'eau et ou bien aux zones humides, permettre déjà à l'eau de bien partir, aménager les berges, parce que ce n'est pas défaut d'aménagement qu'il y a pollution. Ce n'est pas que les populations vivent dans l'insalubrité. Il n'y a pas de population qui vit dans l'insalubrité. Ce n'est pas absence d'aménagement du gouverneur que les gens sont dans l'insalubrité. Quand tu mets des poubelles, quand tu mets tout correctement, les gens respectent. Le peu qui ne respecte pas, le maire est là avec sa direction pour entretenir. Donc, si on fait une belle piste de bon trafic autour de l'eau, avec des mini-ports, chaque quartier, Bali-la-Mer, je ne sais pas quoi, Grand-Gandan, c'est des mini-ports, Zogbo, Fifadi, on fait des mini-ports, le développement est fait. Donc, moi, contournement, c'est des ouvrages trop, je ne sais pas quel trafic, quoi. Je ne sais pas, c'est les Nigériens qui vont passer par là pour rejoindre où? Est-ce que c'est sur le corridor Abidjan-Lagos? Même pas. Ouais, donc moi, économiquement, je ne trouve pas que c'est viable. Maintenant, ça ne bloque pas le passage de l'eau, hein, à moins qu'ils viennent barrer encore la route. Alors, parce que toutes les eaux vont vers le lac Nokoué, aucune eau ne va vers la mer. Et pourtant, on a vu près de 27 caniveaux de la ville de Cotonou qui vont à la mer. Ouais, toutes les eaux vont au lac Nokoué, pourtant les techniciens orientent encore les caniveaux vers la mer. Et c'est là encore, même sous ce régime, ils ont fait ça. Alors qu'on a tout le temps dit dans tous les documents que la mer, le Cotonou est en bas, au plus bas niveau de la mer. Mais on dit ça à cause du lac Nokoué. Donc, les caniveaux, c'est le lac Nokoué. Toutes les eaux vont la mer. Vous voyez que les techniciens, là, ils pêchent, non? Ils envoient l'eau vers là-bas. Ça ne va jamais partir. L'eau reste dans les maisons. Donc, moi, je ne pense pas que ce projet, même s'il ne bloque pas le passage de l'eau, parce qu'ils veulent mettre des choses en hauteur à des niveaux donnés, bon, ils n'ont qu'à élever les côtes. Mais le projet, je ne pense pas que ça tient. Peut-être que c'était pour servir l'aéroport de Glodjibé, et l'aéroport de Glodjibé n'existe plus. Ils l'ont dit eux-mêmes. OK. Donc, de plus en plus aussi, on parle des changements climatiques et puis vous-même, vous avez évoqué la montée du niveau de l'eau. Est-ce que ces phénomènes ont des impacts sur les inondations qu'on constate ces dernières années à Cotonou? Oui, sensible. C'est vrai qu'on n'a pas d'observatoire des changements climatiques, on a plus d'observatoires dans des ateliers littéraires, mais on n'a pas d'observatoire avec du matériel qui compte goutte à goutte la rosée, la pluie, la précipitation. On n'a pas investi dans ces trucs-là. Si on avait d'observatoire, on va remarquer que les phénomènes aléatoires là, ou bien les anomalies qu'on est en train de constater, des pluies sur 2 jours après, en pleine saison pluvieuse, on ne voit plus de pluie, on va constater les artefacts. Malheureusement, on n'investit pas dans le matériel, dans la recherche, dans la formation pour que les gens puissent sortir les données. On triche les données des autres en Occident. Maintenant, moi, je vais dire que le changement climatique a un effet sur ce qui se passe en matière d'inondation. Parce que la quantité de pluie qui venait, si au lieu que ça s'étale sur 3 semaines, ça vient en 4 jours, ça pose un problème d'inondation parce qu'on n'a même pas prévu un système de drainage qui va récupérer la masse d'eau. On n'a pas prévu des étangs artificiels pour récupérer la masse d'eau. En plus, on a bloqué encore le chemin normal de l'eau. Donc, quand ça vient comme ça, ouais, c'est un effet de changement climatique. Parce que le changement climatique peut regrouper une pluie de 2 semaines, peut le regrouper en 3 jours. Tout le monde est affecté automatiquement, même les zones non inondables. Et ça, on peut dire là, il y a problème. Mais le gros problème n'est pas là.
Le gros problème est le vrai changement climatique qui est en train de créer le dégel, c'est-à-dire, ils ont appelé ça le réchauffement climatique. Chaque fois qu'il y a un réchauffement climatique, que la température augmente de 0,001 ou pas, c'est les glaciers qui vont fondre. Les glaciers qui sont dans le pôle Nord qui vont fondre, c'est en réalité notre eau douce parce que toutes les eaux se communiquent. Toutes les eaux de la planète sont les mêmes eaux. Que ce soit l'océan Pacifique, Atlantique ou bien l'océan Indien, c'est la même eau qui circule, c'est la même eau douce qui vient encore fournir le même phénomène. Du coup, et c'est ça qui crée encore la même pluie, pas le phénomène cyclique de l'eau. Donc, quand ça circulait avant, et il y a eu un phénomène bizarre, je ne sais pas si c'est la Rift Valley, et il y a eu des éclatements sur la planète Terre, des déséquilibre, et le globe a basculé. C'est pour ça qu'on a l'hémisphère nord qui est comme ça, et l'hémisphère sud qui est un peu relevé. Quand il y a eu ce phénomène, ça a créé beaucoup de mouvements dans le monde. Ça a créé, il y a une rift quelque part où ça a avalé de l'eau, ça est devenu de la mer. Je ne sais pas si c'est la mer Rouge ou bien Méditerranée. Et ça a créé ce basculement. Très bien. Mais ce basculement dans la circulation de l'eau qui est unique, et les eaux qui étaient dans le pôle Nord à l'époque, qui étaient peut-être bien, qui n'avaient pas de problème, mais à cause du basculement du globe, et a été éloigné du soleil, ça a créé une glaciation. Et l'eau douce là, puisque l'eau salée n'est pas toujours, l'eau salée arrive à s'échapper. Mais les eaux douces qui étaient dedans ont été prises en masse dans le pôle Nord parce que le soleil ne revenait plus. C'est ça les Groenland. Mais aujourd'hui, on dit qu'il y a réchauffement. L'eau là est en train de descendre. Ça va revenir à sa place normale, dans les 15 km de Cotonou. Et c'est la mer, ça va venir par la mer. Donc, dans ce cas, on est capable aujourd'hui d'anticiper. Nous sommes des vivants, non? On utilise le portable. Là, actuellement, on est en communication. Vous êtes peut-être au Canada et moi, je suis dans un globe. Et on arrive à communiquer. Donc, on est des humains. On peut anticiper sur ça, puisque les gens font des publications, on les lit. On voit tous les jours les phénomènes que les gens alertent. On peut déjà à Cotonou commencer par penser ça, restaurer d'abord les cours d'eau pour que, comme ce que les Français ont fait en 1885, le chenal de Cotonou est ce qui va nous sauver le plus sur la montée des eaux, puisque ça va remplir, prendre dans ton pas, ça va remplir le lac Nokoué, ça va commencer par remonter les cours d'eau dont je vous parle là, ça va aller au lac Toho vers Ouida, et ça va même chercher du chemin pour aller à joindre encore, après Ouida, ça va descendre vers Guézin, atteindre Anéra aussi. Anéra aussi va monter, ainsi de suite, ça va aller dans le lac Aémé, ça va remplir, c'est comme ça. Tout ça là, c'était des vieux fonds marins. Et si on constate ça, on va commencer par construire autrement. C'est ça l'adaptation dont parle le ministère du cadre de vie. Le développement durable, construction durable, c'est ça. On va commencer par penser aux flotteurs. Il ne faut pas que les gens viennent nous vendre ça encore. Donc, on va commencer par, à partir des petits bidons, on peut commencer par réfléchir à ça. Donc, moi, je pense que d'abord, le petit micro-changement climatique est là, qui crée des variabilités adverses de la pluie, et ce qui doit être fait sur 2 mois, ça se résume en 2 semaines, ça crée des inondations un peu perturbatrices. Et le gros, qui est lent et qui va se révéler un beau matin avec des montées bizarres. Et c'est ça qu'il faut corriger, il faut anticiper. On est vivant, on est président dans la même structure qu'Atlanta. Atlanta, aujourd'hui, ils sont en train de construire Atlanta pour que ça réponde à cette montée des eaux-là. Ils vont dire qu'ils ont les moyens. Moi, je pense qu'on a plus de moyens que les États-Unis. Des gens bossent pour avoir les moyens. Ils ne détournent pas en désordre. Ils bossent, ils ont du business, ils vendent le dollar. Il faut que nous-mêmes, on arrive à vendre nos choses, à bien vendre nos choses, à commencer par réfléchir à leur développement. Quand est-ce que les gens vont finir la baie de Tokyo? Ils pensent déjà à la baie de Tokyo, ils pensent déjà au changement climatique. Quand est-ce qu'ils vont finir chez eux, la baie de l'Atlanta, pour venir nous faire, nous, notre baie à Cotonou? Non, donc c'est à nous-mêmes de nous organiser, que les thèses, les masters aillent dans ce sens, et que même à part les thèses et les masters, qu'on accepte que ceux qui sont des techniciens dans la ville, même les vaudounos peuvent réfléchir à ça, non? Les vaudounos, les exorcistes, ils peuvent réfléchir au changement climatique. Il faut se mettre à la table, que tout le monde réfléchisse pour qu'on adopte des modèles de développement qui nous conviennent. On ne peut pas attendre que les gens finissent à Atlanta et viennent nous construire encore Cotonou. Ça va être comme si nous sommes des sous-humains. Alors que moi, pendant moi, je suis là, moi, j'aime cette thématique. Je veux travailler pour mon pays, mais je n'ai pas de parents. On est encore la structure primitive où on dit qu'il faut avoir des tuteurs, il faut avoir un parent au gouvernement, des trucs comme ça. Moi, malheureusement, je n'ai pas de parents. Je ne suis pas né dans une famille où on fait de la politique. Je n'ai pas eu d'ascendant.
Donc, vous voyez, et je ne suis pas seul. Il y a des milliers de gens qui sont plus pourvus que moi, qui parlent de cette thématique, qui sont au chômage. Ouais, et c'est ça qu'il faut résoudre. Alors que c'est aujourd'hui qu'il faut penser le développement de la ville pour que demain existe. L'une des solutions dont j'ai entendu parler, c'est de déplacer un peu une partie, si on ne peut pas déplacer tout le monde, une partie de la population de Cotonou. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une solution un peu... Les gens parlent souvent d'utopie, je ne veux pas dire utopique, mais c'est une fausse solution. Les gens ne vont pas déplacer Venise. Ils ne vont pas déplacer Amsterdam. Ils s'adaptent. Pourquoi dans le changement climatique, on a parlé d'adaptation? Les déplacements vont créer des fausses zones. Les gens sont déjà sur les crêtes. On peut s'adapter. On peut même investir dans la construction des logements de telle manière que les logements montent en hauteur. Que il y a plein de maisons vides à Cotonou. Il y a des maisons construites où tous les habitants sont maintenant en Occident. Donc, il faut restructurer. Et comment on appelle la politique du cadastre. L'ANDF doit beaucoup travailler pour qu'on adopte des modèles. Vous voyez, en France, tu n'es pas obligé d'acheter une maison. Tu peux acheter un appartement sans te créer des problèmes. Et on peut arriver à ça pour monter en hauteur, pour que la densité de la vie évolue. Cotonou n'est pas surpeuplé. On est 2,5 millions environ. Déjà, il faut dire que les gens n'ont même pas les chiffres. L'INSAE ne parle pas de ça, alors qu'on est vraiment dans les 2,5 millions. L'INSAE est sur des chiffres intermittents, quoi. Des chiffres intermittents qu'on a pris d'une période T à une période T. Mais ça ne va pas. Il y a la dynamique. Il y a les chiffres réels. Ils sont tout autour de 700 000 habitants à Cotonou. D'autres parlent de 1 million, alors qu'on est à 2,5 millions de résidents. C'est la capacité de charge qui importe. Même si la personne ne dort pas à Cotonou et que la personne vient à Cotonou toute la semaine, c'est un résident. Donc, il faut déjà penser à ça. On ne peut déplacer personne, c'est faux. On ne peut pas déplacer les gens des grandes villes. Ça ne sert à rien. À l'étang de l'eau, on a déplacé personne à Montpellier, à Sète. Les gens sont là, ils sont sur l'eau, ils ont occupé plus le lac que ce que les gens font à Gambier. Mais ils ont trouvé des adaptations pour l'ostréiculture et ça marche. Donc, il faut plutôt restaurer l'eau. L'eau, par exemple, à Cotonou, à sa place. Et on ne regarde pas ça. On vient mettre des ponts, on vient bloquer, on vient fermer. On vient mettre des pavés. Là, actuellement, ils vont construire des kilomètres et des kilomètres de... Comment vous appelez ça? De pavage, de ceci, pour aménager, pour assainissement fluvial. Vous voyez? Ça, c'est la faute à qui? Ce n'est pas la faute aux populations, ce n'est pas la faute à l'eau. C'est la faute à la mauvaise conception et au pressé, avec des diagnostics erronés. Donc, il faut restaurer l'eau, là, les cours d'eau, là. Quand on, par exemple, a un seul cours d'eau principal, très profond, et c'est le seul qui règle toute la problématique de l'assainissement fluvial. Il faut construire ça comme la Seine. Il faut restaurer ça. Que l'eau, là, tout le monde dise qu'il y a une rivière à Cotonou qui coule de Togouin jusqu'au lac Nokoué. Et c'est fini. Le problème est réglé. Mais si on restaure ça et que le problème continue, on peut maintenant dire comment on va réaménager les quartiers, les lots, on les connaît. On connaît les crêtes. Tout Cotonou est cadastré, c'est à l'IGN. On connaît telle zone. Comment restaurer tel lac? On peut acheter 4, 5, 20 maisons pour dire, vous, on vous trouve une place ailleurs. C'était un petit marais qui était là. Nous allons restaurer. Vous voyez, on peut faire des choses comme ça, mais pas déplacer les gens. J'ai vu un endroit, on a vu un endroit à Ladji où il n'y a que 4 maisons. Il suffit que l'État achète ces 4 maisons et c'est une bonne zone tampon pour récupérer toutes les zones de Ladji, les zones de Ladji, Saint-Cécile, en attendant que ça aille au chenal. Parce que le chenal n'existait pas, donc l'eau ne va pas vers le chenal. L'eau va vers le lac Nokoué, ils ont bloqué. Le chenal ne permet pas d'amener l'eau au lac Nokoué. C'est quand il y a marée haute. Le chenal, ce n'est pas naturel, c'est artificiel. Le chenal n'est pas... J'ai vu maintenant que les gens font un assainissement fluvial là. Ils ont commencé de Carrefour, comment vous appelez? Carrefour Cité Concorde, pour envoyer l'eau au chenal. Ce n'est pas bon, c'est mauvais. Le chenal n'existe pas dans le dimensionnement et les ouvrages qui permettent de drainer l'eau. C'est faux. Le chenal est creusé en 1885. Contre nature. Vous voyez? C'est le lac Nokoué qu'il faut viser. Là, ils ont commencé les drains là. C'est les anciens drains qui sont en train de remplacer. Ça ne marchait pas, ils sont en train de remplacer. On n'a même pas besoin de caniveau là. Parce qu'il suffit de quitter Cité Concorde. On fait à peine 400 mètres pour trouver le canal qui amène l'eau au lac Nokoué. Et c'est déjà là. Vous voyez que c'est des investissements inutiles. Et pour ça, il faut restaurer ce qui est là. Parce que si on fait de gros projets bidons, on va amener les gens, on ne va pas régler le problème. Il faut restaurer le parcours de l'eau.
personne n'est sur la route de l'eau à Cotonou pour le moment. Il faut déjà profiter de ça et restaurer. Un. Deuxièmement, si 2 ans, 3 ans après, on constate que les pluies ont changé de régime, on peut voir si on peut créer d'autres bassins. Et autour des bassins, il y a de la plaisance. Donc, tout ce qui ont proposé les solutions de déplacement, c'est de l'utopie. Ça ne marchera pas. On va les déplacer pour les amener où? À Gomé-Calavi? Non, ça ne marche pas. À Gomé-Calavi, c'est la ceinture verte de Cotonou. C'est ça qui nous permet de renouveler encore l'air. Il ne faut pas aller inonder là-bas. Comme ça, pour qu'on ait de l'oxygène tous les jours, c'est à cause des forêts. Si on décape tout, on va devenir quoi? C'est l'insolation totale. On va mourir de moustiques. Donc, il faut arrêter de proposer des solutions qui ne tiennent pas. Ça n'a pas de queue, ça n'a pas de tête. Il y a des écologies dans le pays, des projets titulaires d'écologie dans le pays. Ils n'ont qu'à les mettre à la table, ils n'ont qu'à permettre des 109 de venir parler dans le débat. Pas sur des ateliers de 3 jours. Hein. Même en ligne, là, on va donner des propositions parce qu'on ne veut rien faire avec. On ne va pas mourir avec. Donc, merci, M. Rougnon. On est pratiquement au thème de cette émission. Votre mot de fin, oui. Mon mot de fin est que, merci beaucoup déjà, hein, parce que vous faites un travail formidable. La communication, le dénichement des intentions de chacun. Et si ça peut être débat après, si on peut trouver des trucs ou des contradicteurs, des experts peuvent dire jamais non, et puis on creuse un peu, ça vient, il n'y a pas le temps. Et déjà, merci pour ce travail participatif que vous faites, la mise à la lumière des intentions de chacun, de ce qui peut être possible. Ça, je vous remercie beaucoup. Ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas payant, et pourtant vous le faites. Le deuxième mot de fin est qu'il faudrait que, urgemment, on s'organise, surtout nous les cadres, qu'on soit au pôle nord, au pôle sud, pour penser le développement de notre ville, de nos villes au Bénin. On a trop de potentiel que les gouvernants n'arrivent pas à voir parce que l'investigation n'est pas là. Il faut qu'on arrive, ce qu'on connaît là, qu'on n'attende pas devenir dirigeant avant de pouvoir les mettre sur tapis. Parce que beaucoup de collègues ont dit, je vais devenir président. Ils sont déjà dans la tombe. Autant faire ces propositions et aller aider les régimes, même si c'est des régimes un peu compliqués, les aider à avancer pour nous faire avancer dans le pays. Il vaut mieux qu'on avance dans le pays qu'on avance individuellement. Donc, moi, c'est ce que je dirais, et que les solutions sont là et locales. Très bien, moi, j'ai rencontré des communautés locales qui n'ont jamais mis pied à l'école, qui m'ont dit des choses que j'ai dites ici. Vous avez pensé que c'est moi-même qui les dis, alors que c'est des gens qui n'ont jamais mis pied à l'école, qui l'ont dit. Donc, l'intelligence, elle est dans la communauté locale. On ne sait jamais en qui Dieu a mis la lumière. Et ce n'est pas la langue francophone ou bien anglophone qui décrit la lumière. La lumière, elle est là, dans le subconscient, et vous tombez sur quelqu'un qui vous dit quelque chose, vous demandez d'où ça vient. Donc, il faut intégrer tout le monde et arrêter de faire de la disparité sociale. Avec la disparité sociale, on va appeler des Chinois qui ne maîtrisent rien. Ils ont peut-être du matériel, mais ils ne maîtrisent rien. Les Français qui ne maîtrisent rien, on va avoir leur marque, alors qu'ils n'ont pas la solution. Donc, il faut qu'on s'entretienne, qu'on s'aime ou pas, qu'on arrive à travailler main dans la main pour pouvoir résoudre des problèmes de chez nous. Aucun gouvernement ne peut empêcher le développement. C'est parce qu'on est mal organisé qu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Grand merci. Merci beaucoup. Donc, nous recevons M. Alfred Rougnon, qui est un agronome. On avait parlé, on a abordé la question des inondations dans nos grandes villes. On n'a plus le temps de parler du cas de Cotonou, qui est quand même la grande métropole du